Les défis que nous avons relevés, les défis que nous relevons et les défis que nous aurons à relever dans les prochains jours et les prochaines semaines, vous le savez, sont d'une ampleur inégalée face à une crise virale totalement inédite. Ces défis sont de plusieurs ordres. Bien sûr, et le Premier ministre l'a évoqué, il y a la question des conditions du déconfinement, cette question qui sera abordée plus tard. Et puis il y a la question de comment nous allons pouvoir continuer à faire face à cette crise dans les jours et les semaines à venir. Et il me revient d'aborder un certain nombre des enjeux qui sont devant nous. Tout d'abord, la question des approvisionnements sanitaires. Le Premier ministre l'a montré, l'approvisionnement en masques sanitaires s'est considérablement renforcé ces dernières semaines grâce au pont aérien, aux nombreuses commandes passées notamment en Chine et à la production à marche forcée dans les entreprises françaises. Cette augmentation qui permet de renforcer le stock national nous a permis ces derniers jours d'améliorer la distribution des masques à direction toujours du personnel soignant, du personnel le plus exposé face au virus, notamment dans les hôpitaux, mais également en médecine de ville. Et il me remonte désormais d'un certain nombre de pharmacies que la situation s'est apaisée. Je ne nie pas, et je ne pourrai pas le faire, qu'il existe encore des tensions d'approvisionnement sur des masques dits FFP2, les masques à haut niveau de technicité, car un certain nombre de professionnels de santé en ville voudraient pouvoir en disposer et qu'il ne nous est pas encore possible de distribuer dans des larges proportions. Néanmoins, les masques chirurgicaux, je le rappelle, conformément aux orientations des sociétés savantes, nous permettent d'apporter une protection à l'ensemble des soignants. Nous faisons très attention à la gestion du stock. Vous le savez, la situation chez nos amis chinois est encore instable et même si le pont aérien nous permet d'augmenter les quantités d'import, nous devons être vigilants et ne pas, j'allais dire, dépenser ce stock de masques d'un coup et donc y aller progressivement. Nous allons, dès cette semaine, déstocker 5 millions de masques supplémentaires par rapport à ce que nous faisons à destination d'un certain nombre de professionnels de santé. Les ambulanciers, les préparateurs en pharmacie, les sages-femmes, les techniciens de laboratoire, les aides à domicile, les manipulateurs radio. À terme, quand nous aurons retrouvé toutes nos capacités en termes de masques de protection soignants, nous souhaitons, au-delà même de l'apport en masques grand public, j'y viendrai dans quelques minutes, amener les malades à pouvoir solliciter des masques soignants, de même que les personnes les plus fragiles. Ça va prendre encore du temps. Ça va prendre encore du temps et nous demandons encore de la patience pour pouvoir répondre pleinement à ces demandes. Il y a d'autres matériels de protection pour lesquels la situation est tendue. Très clairement sur la question des surblouses, la question des charlottes, la question des tabliers, parfois la question des gants. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes de la part du personnel soignant, mais nous faisons le maximum, comme nous l'avons fait sur les masques. Passage de commandes massives à l'étranger, production renforcée en France. Il y a plus d'1 million de paires de gants qui sera distribué cette semaine, des centaines de milliers de surblouses. Ces matériaux, nous le savons, sont importants, pas aussi indispensables que les masques de protection, mais quand même importants. Et cette tension sur ce matériel est à nouveau mondiale, comme c'était le cas sur les masques, c'est-à-dire que tous les pays du monde font face à une demande accrue avec des capacités de production saturées. Et donc nous faisons vraiment le maximum pour répondre aux demandes des soignants. Un autre point fondamental, c'est la question des respirateurs. Nous l'avions présenté la situation il y a 3 semaines. Le président de la République était lui-même intervenu sur cette question des respirateurs, ces matériaux, ces machines qui permettent à des malades en coma, en réanimation, d'avoir une assistance respiratoire. D'ici à la fin du mois de juin, la France devrait disposer non seulement de 15 000 respirateurs de réanimation, mais également de 15 000 autres respirateurs plus légers, ce qu'on appelle des respirateurs de transport, c'est-à-dire une quantité supérieure aux besoins exprimés et aux besoins anticipés, ce qui nous permet non seulement de sécuriser notre position, mais également d'envisager demain de mobiliser un certain nombre de respirateurs en appui des partenaires de la France à l'international. Enfin, un dernier point de très grande vigilance. Il reste un point de très grande vigilance, comme il l'était déjà il y a 3 semaines, c'est la question des médicaments de réanimation.
le Premier ministre l'avait dit il y a 3 semaines, la consommation de médicaments, notamment des curares, du midazolam, sont des médicaments indispensables pour les patients qui sont en réanimation et placés en coma. Cette consommation mondiale a pu exploser de l'ordre de 2000%. Et si la situation sur le plan épidémique semble s'améliorer, il a été rappelé par le professeur Salomon que la situation de tension dans les hôpitaux et de saturation dans les services de réanimation induit encore nécessairement une consommation très élevée de ces médicaments. Et puis, nous devons nous tenir prêts à la possibilité d'une réactivation de l'épidémie demain et donc être capable de constituer des stocks nationaux indispensables, encore une fois, pour sauver des vies. Outre la mobilisation à flux tendu des chaînes de production de ces médicaments sur le territoire national, l'action diplomatique est déterminante à tout niveau de responsabilité de l'État auprès des principaux pays producteurs. Je pense à la Chine, bien sûr, mais aussi à l'Espagne ou à l'Inde. J'étais avant-hier au téléphone avec le ministre indien de la Santé que je remerciais pour son autorisation d'export d'un certain nombre de produits génériques extrêmement utiles pour nous. Encore une fois, cette situation n'est pas une situation franco-française. Elle concerne l'ensemble des pays occidentaux, à commencer par l'Europe, mais également les États-Unis, et doit nous inviter à une réflexion active et efficace de réimplantation de filières de production de ces médicaments sur nos territoires, de manière à retrouver de la souveraineté et de l'autonomie. Donc, je le redis, vigilance très forte, activisme à tout niveau pour pouvoir renforcer nos stocks et nos capacités d'approvisionnement. Voilà pour ces questions d'approvisionnement en matériel sanitaire. Je voudrais également vous parler de la situation des EHPAD, ces établissements pour personnes âgées. Le professeur Salomon l'a dit tout à l'heure, 45% des EHPAD ont signalé au moins un cas de coronavirus positif sur le territoire et la mortalité, vous l'avez encore constaté tout à l'heure, est élevée. Ce qui se passe à l'heure où je vous parle dans ces établissements, ainsi d'ailleurs que dans les services à domicile, parce qu'il y a au moins autant de personnes âgées fragiles à domicile, ce qui s'y passe est à la fois poignant et à la fois remarquable grâce au dévouement, au professionnalisme, au courage des quelques 800 000 professionnels du grand âge qui se battent pour leurs aînés et qu'ils accompagnent au quotidien. Depuis plusieurs semaines, nous avons mis en place des actions pour soutenir les EHPAD. D'abord, ne pas laisser un EHPAD seul dans la décision médicale et dans le soin. À l'heure où je vous parle, la quasi-totalité des EHPAD a désormais accès à des permanences spécialisées de médecine gériatrique. Ensuite, nous mettons tout en œuvre pour déployer des renforts en personnel. Vous connaissez désormais la réserve sanitaire qui est mobilisée et qui le sera encore davantage dans les semaines à venir en direction des hôpitaux et des EHPAD. Il y a également des plateformes régionales qui permettent de mobiliser des volontaires. 1500 volontaires ont ainsi pu être mis à disposition des EHPAD. Partout, des professionnels de santé se signalent pour aider. Je pense par exemple aux infirmiers scolaires, mais également aux étudiants. Rien qu'en Île-de-France, 15 000 étudiants infirmiers, 3 000 aides-soignants, stagiaires ont été appelés pour soutenir les établissements de santé et les EHPAD. À chaque fois que cela est possible, l'État met en place des dispositifs simplifiés, incitatifs, par exemple en créant de nouveaux modes de rémunération exceptionnels. Et puis, il y a cette campagne de dépistage que nous avons annoncée il y a quelques jours, cette campagne de dépistage en EHPAD, qui veut que dès qu'il y a un cas signalé de coronavirus dans un établissement, il faut pouvoir être capable de dépister l'ensemble des soignants et l'ensemble des résidents de ces EHPAD. Je remercie la mobilisation très forte des collectivités locales à nos côtés, mais également des pompiers, des agences régionales de santé. Cette campagne bat son plein. Cette semaine, 50 000 tests ont été programmés, réalisés dans les EHPAD. Ils sont évidemment pris en charge par l'assurance maladie. Un mot enfin sur les EHPAD, sur un sujet qui touche les Français, je le sais, au cœur. Nous avons été amenés à demander le confinement des personnes âgées en EHPAD et parfois même le confinement en chambre, en nous fondant sur les recommandations des sociétés savantes et sur l'avis éclairé du Conseil consultatif national d'éthique. Et nous avons été obligés, et ça a été très dur, à interdire tout droit de visite auprès des personnes âgées dans les EHPAD.
tandis que le confinement est amené à durer encore pour plusieurs semaines, il nous a semblé utile de consulter à nouveau les sociétés savantes, les représentants des organismes de ces établissements pour personnes âgées, et nous avons élaboré ensemble des recommandations nouvelles qui permettront, à partir de demain, d'organiser dans les territoires, sous la responsabilité des directions d'établissement, un droit de visite pour les familles en direction de leurs aînés fragiles admis en EHPAD. Ce sera à la demande du résident, ce sera dans des conditions extrêmement, vous l'imaginez, limitées, pas plus de 2 personnes de la famille, pas tout le monde en même temps. Ce sera sous la responsabilité des directions, encore une fois, d'établissement, qui devront dire à la famille lorsque ce sera possible et dans quelles conditions, sachant que la sécurité sanitaire reste au cœur de notre projet et qu'il y aura donc l'impossibilité maintenue d'aller toucher la personne, d'être en contact physique. Par contre, il y aura un contact visuel. On peut passer beaucoup de choses avec le regard auprès des personnes qu'on aime et j'imagine le soulagement qui sera celui des nombreux aidants et des nombreuses familles quand ils pourront à nouveau rendre visite à leurs proches, souvent des personnes en perte d'autonomie, parfois désorientées, mais qui savent très bien ce que c'est que la valeur d'un regard d'une personne aimante. Notre objectif, c'est toujours de trouver un équilibre entre sécurité et maintien vital du lien social. Comme dans tous les aspects de cette crise, nous appelons chacun à la plus grande des responsabilités et au respect des consignes précises qui seront données par les professionnels. J'ajoute enfin, et c'est normal, que ce droit de visite très encadré pourra s'appliquer dans les mêmes conditions pour les établissements qui accueillent cette fois-ci des personnes en situation de handicap. Et je m'en suis entretenu avec la secrétaire d'État Sophie Cluzel. Il y a les personnes qui sont fragiles et vulnérables en EHPAD, il y a également les personnes qui sont vulnérables à domicile. Ce sont des centaines de milliers de Français âgés ou porteurs de maladies chroniques. Pour eux, on le sait, le confinement il est encore plus lourd à vivre. Depuis le premier jour, nous les accompagnons. D'abord, en garantissant la continuité des soins essentiels. C'est la montée en puissance de la télémédecine qui est prise en charge à 100% par l'assurance maladie, que nous avons étendue au téléphone parce qu'il y a des personnes, notamment des personnes âgées, qui n'ont pas forcément accès aux outils numériques, et que nous avons même étendu à d'autres professions comme les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens ou les orthophonistes. C'est également la prolongation de la durée de validité des ordonnances dans le cadre des maladies chroniques et puis enfin l'accompagnement médico-social si fondamental qui a été maintenu. Ensuite, le gouvernement a décidé de permettre aux actifs porteurs de maladies longue durée de bénéficier en cas d'arrêt de travail de la garantie de se voir maintenir 84% de leur salaire net, c'est même 100% s'ils sont au SMIC, grâce à une bascule en activité partielle à compter du 1er mai. Enfin, il ne faut pas confondre mise à l'abri et isolement. La mise à l'abri, elle protège. L'isolement, lui, il fragilise et nous devons lutter contre l'isolement. Depuis le premier jour, l'État, les départements, les communes, les associations, les citoyens se mobilisent pour rompre la mise à l'abri des personnes vulnérables. C'est le repas que l'on partage, le repas que l'on porte, ce sont les courses que l'on fait, ce sont les appels que l'on va passer parfois aux voisins. Au-delà, le numéro vert de la plateforme Covid, le 0800 130 000, renvoie, lorsque c'est nécessaire, les personnes fragiles vers une plateforme d'écoute qui est portée par la Croix-Rouge, soutenue par l'État et qui est destinée à l'écoute, au soutien, à l'orientation des personnes fragiles, mais aussi de leurs aidants, pour qui la situation est elle aussi très difficile. Chaque jour, ce sont plus de 20 000 appels qui sont ainsi orientés. Par ailleurs, et ce n'est pas la première fois que nous donnons l'alerte, je veux vraiment insister ici particulièrement sur un point. Le confinement ne doit pas être synonyme de renoncement aux soins. Les consultations baissent. 60% de moins pour les consultations en médecine spécialisée d'organes, 40% de moins pour les consultations en médecine générale. Hier soir, j'étais au téléphone avec un médecin responsable syndical qui s'inquiétait en me disant qu'il voyait arriver dans son cabinet depuis quelques jours des situations qu'il ne pensait plus jamais voir. Des hypertensions artérielles très déséquilibrées avec des valeurs tensionnelles beaucoup trop élevées. Des diabètes très déséquilibrés mettant même en péril la santé et la vie des malades. Par ailleurs, on constate une baisse inquiétante des dépistages en cancer, une baisse de la vaccination.
C'est grave. C'est une situation qui doit nous inquiéter. Mon message aujourd'hui, il est à nouveau double. D'abord, un message à destination des malades. Faites-vous soigner. Si vous êtes porteur d'une maladie chronique, contactez votre médecin. La télémédecine, ça sert aussi à ça si vous avez peur de vous déplacer. Puis mon message, il est aux médecins, mais je sais qu'ils le font déjà. N'hésitez pas à appeler vos malades, vos patients porteurs de maladies chroniques lorsque vous n'avez pas de nouvelles. Il faut aussi être capable d'aller vers ces malades dans cette période. Je rappelle que les déplacements pour motif médical sont autorisés. Et par ailleurs, nous réfléchissons à une reprise progressive d'une activité programmée dans les établissements de santé, publics et privés, dès lors qu'ils ne mettent pas en jeu ni les médicaments précieux destinés aux malades en réanimation, ni les capacités de ressources humaines, de réanimation et d'anesthésie. Un autre aspect rend la période particulièrement difficile pour les Français, qui sont confrontés dans cette épreuve inédite, parfois à des peurs, voire parfois à de l'angoisse. L'angoisse de tomber malade, l'angoisse de perdre un proche, l'angoisse du confinement, la peur de perdre son travail, la peur de perdre son commerce. Parfois même va s'ajouter la peine lorsqu'un proche est touché, une peine plus grande encore, lorsqu'on perd un parent, lorsqu'on perd un ami, lorsqu'on perd un collègue. Une peine qui peut être accentuée par l'impossibilité de pleurer la perte d'un être cher avec sa famille, avec ses amis, et souvent même cette impossibilité d'aller voir la personne défunte. Pour les Français qui sont en souffrance, des solutions existent. Il est possible de consulter un psychologue, de consulter un psychiatre, y compris par télémédecine. Il y a également le numéro vert que je rappelle, le 0800 130 000. Vous pouvez aussi vous appuyer sur vos proches en ces temps de solidarité. Vous voyez, les témoignages se multiplient d'entraide entre voisins, des personnes qui ne se connaissaient pas, qui vivaient parfois côte à côte et qui, depuis quelques semaines, ont appris ensemble à se côtoyer, à s'épauler, à s'entraider. Sur ces personnes, d'ailleurs, que nous aurons à nous appuyer lorsqu'il sera temps de mener une réflexion collective en vue d'un travail de résilience, un travail de reconstruction après cette crise, et nous aurons à retenir les belles leçons que nous auront données les Français. Au-delà, je souhaite aussi m'appuyer davantage sur les associations qui s'occupent des personnes malades pour plus de démocratie sanitaire. Pour les soignants aussi, la situation, elle est difficile. Au-delà de la fatigue, le stress peut devenir lui aussi trop lourd à porter. J'ai lancé il y a quelques jours une plateforme nationale à destination de tous les soignants, qu'ils exercent à l'hôpital, en médico-social, en libéral, qu'ils soient d'ailleurs étudiants en santé ou encore internes. À nouveau, c'est un numéro de téléphone qui leur est accessible et dédié, le 0800 73 09 58, 0800 73 09 58. C'est une cellule d'écoute 7 jours sur 7, de 8h à minuit, et qui fonctionne grâce à l'engagement de nombreux psychologues. Chaque soignant doit pouvoir être accompagné, soutenu. Nous y attachons le plus grand prix. Le gouvernement porte par ailleurs une attention particulière à toutes les situations de violence qui pourraient se faire jour dans le cadre du confinement, et notamment de violences intrafamiliales. Enfin, impossible de parler de santé mentale sans saluer l'action remarquable des soignants en établissement psychiatrique, où les conditions de confinement sont encore plus difficiles qu'ailleurs, et où les succès enregistrés, en tout cas les retours qui nous sont faits par les acteurs et les soignants, montrent que l'engagement est remarquable, mais cela, personne n'en doutait.